Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. Épicure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 41e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, chers auditeurs. Alors après l'épisode anniversaire de la semaine dernière, nous reprenons le rythme de nos épisodes. Alors bien que l'épisode du jour ce soit encore un série, c'est-à-dire qu'il ne s'implique pas dans une suite d'épisodes un peu consécutifs qui traitent un peu tous du même sujet. Donc du coup, j'ai pu voir que, comme vous avez pu le voir sur les différents hors-série, les derniers, ça en traite de différents sujets, de différentes choses. Donc c'est pas vraiment une série, mais j'ai remarqué qu'en fait, elle tourne autour d'un thème commun, à savoir la classification des besoins, des désirs. Parce que pour rappel, donc les épisodes 38 et 39, ils traitaient de la pyramide de Maslow, donc la classification des désirs, et la règle des trois, qui était la classification des besoins. Et donc du coup, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que finalement, il existe bien d'autres classifications des besoins et des désirs, et que chacune en fait donne un point de vue différent sur le monde ou sur comment aborder les désirs ou les besoins. Et donc du coup, vous commencez à connaître un peu la maison. Ici, il n'y a pas ni de blanc ni de noir, mais on va dire que c'est plus que des nuances de gris. C'est donc voilà pour ça que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, cette semaine, une autre classification avec une autre vision et d'autres buts. Alors voilà, comme finalement ces hors-séries se combinent pour se fondre les uns aux autres dans une série un peu non officielle, on peut dire que voilà, c'est une série, une espèce de mini-série un peu non officielle. Donc du coup, après avoir vu les classifications les plus connues, donc les classifications de survie avec la règle des trois ou des désirs avec la pyramide de Maslow, laissez-moi aujourd'hui vous entrer dans les confins de la psychologie, de la sociologie et de la philosophie à la découverte d'un autre classement. Et pour cela, nous allons faire un bond dans le temps. Oh, juste pas grand-chose. Une bagatelle de 2300 ans. En fait, à ce moment-là, nous sommes au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, sur une petite île de Samos, né en Grèce, naît un homme qui va créer un nouveau courant de pensée. Son nom, Épicure. Alors il est connu pour avoir fondé l'école de pensée épicurienne, qui porte son nom, et qui en fait se veut une recherche constante du bonheur. Donc autant dire que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on en parle dans le podcast. Parce que recherche du bonheur, développement personnel, voilà, il n'y a qu'un pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait aussi qu'il ait classifié les désirs. Attention, du coup, ici on parle bien de désir, ce que l'on veut, et non de besoin. Donc c'est-à-dire ce qui est vitaux, sans lequel on ne peut pas vivre. Donc du coup, un peu comme la pyramide de Maslow. Sauf que chez Épicure, point de chiffre ou point de pyramide. En fait, pour lui, la représentation la plus visuelle, ce serait plutôt sous la forme d'un grand tableau, un peu en colonne, où il y a une hiérarchie toute relative, mais où le but en fait c'est plutôt d'essayer de trier les différents désirs, de les mettre dans des catégories, plutôt que d'essayer de vraiment d'en faire une pyramide, de les classifier les uns par rapport aux autres, même si vous allez voir qu'il y a quand même une très forte classification. Alors tout d'abord, en fait, il sépare les désirs en deux. Donc d'un côté les désirs naturels et de l'autre côté les désirs non naturels. Oui, voilà, à l'époque on ne prenait pas trop la tête pour chercher des noms compliqués, c'était blanc ou noir. Donc du coup, les désirs naturels et non naturels. Alors du coup, au sein de cette séparation binaire, il y a encore une division encore en deux, mais voilà, on va prendre étape par étape. Donc commençons par les désirs naturels. Alors désir naturel, on va dire, pour lui c'est ce qui est humain, ce qui est sain, ce qui est normal. Et donc du coup, Épicure, lui, il les distingue en deux catégories. Donc les désirs naturels nécessaires et les désirs naturels non nécessaires. Voilà, je vous avais prévenu qu'il ne se prenait pas trop la tête à l'époque. Alors d'abord, les désirs naturels nécessaires. Alors encore là, il les reclasse encore une sous-catégorie. Vous inquiétez pas, dans le lien sous l'épisode, je vous emmènerai vers une page où je classifierai, je ferai un petit résumé pour que vous compreniez mieux, vous inquiétez pas. Donc du coup, voilà. En dessous encore, il y a la classe, voilà, ces désirs naturels nécessaires en trois grandes catégories. Donc qui sont nécessaires pour la vie, à savoir boire, manger, dormir. Nécessaires pour le corps, à savoir la santé ou la protection. Et nécessaires pour le bonheur, donc c'est-à-dire se sentir bien, se sentir heureux. Donc on peut voir là que par rapport à Maslow, en fait, Épicure, il pense que le bonheur, c'est pas une fin en soi,
donc un peu comme Maslow qui le mettait tout en haut quasiment de sa pyramide, mais que c'est plutôt une condition de base, que à la rigueur, la première chose qu'on devrait essayer de chercher dans la vie, c'est pas finalement être en bonne santé, enfin, d'être en bonne santé, d'avoir des liens sociaux et de ça. La première chose qu'il faudrait qu'on cherche, c'est le bonheur, pour Épicure. Et donc du coup, ce type de désir est le plus sain et le plus naturel, et pour lui, en fait, il ne faut pas le chercher à le réprimer ou en faire abstraction. Donc voilà, c'est vraiment la base de... On va dire pour lui, c'est vraiment la base du bonheur, la première chose qu'on devrait essayer de chercher. Et pour lui, en plus, on ne peut pas faire abstraction sur une des trois catégories, donc nécessaires pour la vie, pour le corps ou pour le bonheur, parce que pour lui, les trois, ils sont liés. Il y en a un ne peut pas exister sans les deux autres. Vous ne pouvez pas être juste heureux si vous êtes très malade et que vous crevez de faim. Voilà. C'est vraiment un équilibre et vous devez avoir au moins ces trois conditions sine qua non. Ensuite, du coup, il y a les désirs naturels mais non nécessaires. Alors là, on commence un peu à avancer sur la piste glissante parce qu'on va dire que ce sont tous les petits plus, tous les petits plaisirs de la vie. Genre boire un verre, aimer les desserts, faire du sport ou avoir des passions. En fait, tout ce qui n'est pas nécessaire de base mais qui nourrit notre bonheur. C'est voilà tous les petits plus qui fait que finalement, nos vies, elles se séparent les unes des autres et que voilà, c'est ce qui fait vraiment, on va dire, pour être très généraliste, le fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc du coup, voilà, toutes ces petites choses annexes. Mais en fait, la vraie chose sur laquelle Épicure nous met en garde, c'est qu'en fait, ces petits plus, ils deviennent moins quand ils sont trop. Oui, je sais, je vous ai perdu, je m'explique. Et en fait, ce sont des petits plaisirs qui pourraient créer une frustration, donc qui est souvent éphémère, mais une frustration quand même, si on s'en prive. Voilà, si par exemple vous aimez bien les desserts ou vous aimez bien boire un café à la fin de votre repas, ça va pas vous tuer ou si vous en prenez pas une fois, c'est pas grave, mais quand même ça va vous donner une espèce de frustration de pas l'avoir eu. Et du coup, en plus, ils sont aussi la pente glissante dans le sens où ils peuvent devenir facilement des excès. En effet, tout ce qu'on appelle les petits plaisirs, ils doivent rester en fait finalement des petits désirs. Parce que quand on les réalise, ce qui se passe, là on sort un peu du point de vue philosophique pour passer un peu plus scientifique. En fait, quand on réalise justement tous ces petits plaisirs, le cerveau il produit une hormone qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, en fait, c'est l'hormone du plaisir, de la récompense. C'est voilà, dès que vous faites quelque chose qui vous plaît ou dès que vous faites quelque chose qui plaît à votre cerveau, hop, il sécrète cette petite hormone. Et donc du coup, le cerveau il adore la sécrétion de cette petite hormone parce que ça lui fournit un bien-être immédiat. C'est voilà d'ailleurs pour ça que la procrastination, elle se base uniquement sur ça, c'est juste la recherche du plaisir immédiat pour voilà, avoir ce petit choc de dopamine. Mais le problème en fait, c'est que si vous répétez trop souvent cette stimulation et cette production de dopamine, et du coup en fait, vous vous dirigez vers la pire des choses, l'addiction. Parce qu'à ce moment-là, votre cerveau, il classe plus ces petits plaisirs et de ça comme justement des petits désirs, mais comme un besoin. C'est-à-dire que pour lui, il est tellement habitué à ce choc de dopamine tout le temps, à une manière régulière, que voilà, il n'arrive plus à s'en séparer. Il ressent même plus ça comme un petit plus pour lui. Ça fait presque partie de lui, il en a besoin. Je crois que le meilleur exemple pour ça doit être la cigarette. Après, voilà, il y a tous les facteurs avec la nicotine ou autre, mais sinon c'est ça. Lui, c'est juste le symbole de... Après, on peut quasiment faire des cigarettes, on pourrait presque faire des cigarettes sans nicotine, mais c'est même une des techniques, je crois, pour arrêter de fumer. Mais voilà, juste pour que le cerveau, il ait cette petite dose de dopamine pour se récompenser lui-même. Donc du coup, c'est d'ailleurs ici, en fait, le nerf de la guerre de bien des doctrines de pensée de cette époque. Donc, je parle de l'époque d'Épicure, donc l'épicurisme, le stoïcisme, le platonisme et tant d'autres. En fait, c'est la tempérance et la gestion de ces désirs naturels, mais non nécessaires, on va dire, pour un juste équilibre entre la dépendance et l'interdiction. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas blanc ou noir, c'est juste que, il faut pas non plus s'en priver complètement, être austère, vivre dans un monastère avec que des pierres, et aucune décoration, aucun plaisir. Mais en même temps, il ne faut pas juste que votre vie, ce soit juste céder au moindre petit plaisir, sinon vous perdez le contrôle de votre vie. Voilà. Ensuite, les désirs non naturels. Alors, encore une fois, parce que je vous l'avais dit, ils aiment bien les divisions, ils redivisent encore cette catégorie en deux. Et là, attention, on sent qu'il y a une petite recherche, donc il y a les désirs non naturels artificiels et les désirs non naturels irréalisables. Alors, pour lui, ici, il n'y a pas vraiment de demi-mesure. En fait, pour lui, là, dans les désirs non naturels, vous commencez à être dans l'enfer de la pensée humaine, sur une terre complètement désolée où rien de sain ne peut pousser. Fuyez cet endroit sans plus jamais vous retourner. Alors du coup, on va développer un peu plus. Donc le désir naturel artificiel, c'est tout ce qui est vain, tout ce qui est superflu. Donc par exemple pour lui, la richesse, la gloire, la beauté, dans le sens purement physique et esthétique,
Donc attention, on n'est pas loin finalement de l'idée des péchés capitaux pour les chrétiens ou autres. Donc avec par exemple la cupidité ou l'orgueil. Donc pour lui, ces choses, ce sont juste des constructions sociales. Elles sont finalement un poison pour l'esprit en le faisant courir après des illusions, des chimères éphémères et qui sont purement artificielles. Si voilà, vraiment, demain la société venait à s'écrouler, les systèmes de banque et tout ça, l'argent ou la gloire, ça aurait plus aucun sens, ça aurait plus aucune valeur. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure représentation pour montrer ça, c'est sûrement celle de la rockstar qui est en richesse, pouvoir, gloire et beauté. Et bien finalement, elle tourne mal ou elle se suicide parce qu'il n'y a pas vraiment de sens à sa vie. Même si, on va dire, elle a tout ce que quelqu'un de la société pourrait désirer, toutes ces choses, même s'il a tout, et ben, voilà, rien que la recherche de ça ne peut pas suffire à rendre quelqu'un heureux et ça fait vraiment un sentiment de manque. Après, il ne faut pas nier que ces choses et ces désirs, ils existent, mais il faut vraiment essayer de garder à l'esprit, d'essayer de plutôt de les voir ou de les désirer plus comme un moyen et non un but. On peut par exemple chercher à amasser beaucoup d'argent, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre de la société actuelle, mais finalement utiliser cet argent pour faire bouger le monde, pour construire des écoles, voilà. À l'ailleurs, la chose de base que vous voulez, c'est construire des écoles, aider les gens, aider votre famille, acheter un jardin, peu importe. Mais vous êtes obligé de passer par cette case de désir de gagner de l'argent pour faire ça. Donc auquel cas ce désir d'argent, ça devient juste un moyen et non un but. Donc voilà, c'est là qu'il y a quand même la petite nuance. Il dit que voilà, vous n'êtes pas complètement en enfer, encore quelques petits rayons de soleil, mais faites gaffe quand même. Donc du coup, à ce moment-là, le désir primordial, c'est la recherche du bonheur dans l'aide d'autrui, comme je viens de le dire, et que le désir d'argent, finalement, c'est juste qu'un moyen intermédiaire d'atteindre ce but. Donc on va dire, le seul moment qu'il trouve un peu grâce à ses yeux, c'est si, on va dire, ce désir d'argent, il est transitoire ou que c'est juste un moyen pour atteindre un but plus grand. Et enfin, les désirs non naturels et irréalisables. Alors, Épicure, finalement, il en donne l'exemple le plus parlant, c'est-à-dire le désir d'immortalité. Alors cette catégorie-là, elle est encore plus noire que la précédente pour lui, parce qu'elle contient toutes les choses irréalistes. Autant avant, vous étiez dans l'enfer, mais il y avait un petit peu des rayons de soleil qui perçaient, autant là, il n'y a que dalle, là. Il n'y a plus que des flammes tout autour de vous. En fait, c'est finalement tout sur quoi on n'a pas d'influence. Attention, ici, on ne dit pas qu'on est opposé au débat, ou que discuter de l'immortalité ou de recherche scientifique, c'est pactiser avec le diable. Non, même Épicure, il nuance là-dessus. Non, ici, en fait, la chose, c'est de dire que comme pour les autres, on ne parlera pas de souhait ou de rêve, c'est pas quelque chose sur lequel vous pourriez débattre, mais de désir, quelque chose qui est profond, quelque chose de viscéral qui vous pousserait à vous commettre des actions pour aller dans ce sens et essayer d'atteindre ce but. Donc que ce soit... voilà, donc en fait, la chose pour laquelle c'est vraiment dangereux, on va dire, c'est parce que ça rend soi malheureux, on va dire c'est le meilleur des cas, soit dangereux pour soi et surtout pour les autres. En effet, parce qu'en fait, dans ces catégories, il y a des choses comme le désir d'amour, entre autres, et finalement, on ne peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de soi. Pas plus qu'on peut vaincre la mort ou arrêter le temps. Donc, voilà, on va dire, c'est des douces folies de l'esprit qui peuvent servir à débattre ou à plaisanter ou autre, mais elles ne doivent absolument jamais être une fin en soi, sous peine de devenir horrible et destructrice, parce que voilà, si vraiment votre quête c'était l'immortalité, vous reculeriez devant rien, quitte à tuer d'autres personnes pour plus ou moins absorber leur vie. C'est un peu d'ailleurs ce qui... on a déjà vu des cas avec des psychopathes ou autres, parce que si vous essayez... Si c'est juste, on va dire, une vue de l'esprit, que vous voulez juste en discuter, ou une réflexion, Épicure lui-même il dit il n'y a pas de souci, la seule chose, il ne faut pas que ce soit un désir, c'est un peu comme l'argent, il ne faut pas que ce soit quelque chose pour lequel vous seriez prêt à tout sacrifier juste pour avoir ça. Par exemple, si votre rêve, je sais pas, c'est de vous acheter une maison à la montagne, donc voilà, on va dire ça touche les besoins primordiaux, là c'était les besoins naturels et nécessaires, donc voilà, de sécurité par exemple. Vous pouvez être prêt à vouloir gagner beaucoup d'argent et tout ça, mais finalement c'est ça votre rêve, vous seriez prêt à quasiment gâcher toute votre vie à travailler juste pour pouvoir un jour vous payer cette maison. Donc voilà, c'est vraiment au sens de désir vraiment viscéral et profond, du genre vous seriez prêt à tout sacrifier juste pour ça. Donc autant là c'est une maison, ça va, mais voilà, rendez-vous compte si c'est quelque chose comme l'amour ou comme l'amour, voilà, si vous voulez absolument une personne qui veut pas de vous, si vous passiez toute votre vie à courir après, bah voilà, vous finiriez par devenir fou et soit la tuer, soit vous tuer, enfin ça finirait vraiment vraiment mal. En plus pour Épicure, le bonheur c'est possible qu'en l'absence totale de douleur. Et en fait cette catégorie est donc rejetée en bloc par son courant de pensée, parce qu'il voit en fait en elle une perte de temps, d'énergie et un violent barrage au bonheur. Parce que voilà, pour lui, la définition exacte du bonheur, c'est, on va dire, c'est pas une vision un peu nuancée de se dire
Voilà, comme on l'a pu le voir au niveau des titres qu'il donnait, il n'y a pas des nuances de gris, c'est pas de dire ah oui, le bonheur ce serait bien, mais avec quelques petites parcelles de malheur. Non, pour lui, le vrai bonheur, c'est l'absence totale de douleur. Et donc, quel meilleur exemple que genre de souffrir toute sa vie parce qu'on sera jamais immortel, ou on n'arrivera jamais à forcer quelqu'un qui nous aime pas, ou à arrêter, à vaincre le temps, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que lui, il met vraiment en garde, c'est vraiment genre la pire chose, il faut jamais essayer de désirer quelque chose comme ça. Voilà, donc après ce petit épisode, même un petit peu long, donc je vous ai présenté le petit courant de pensée du jour, du coup voilà le petit call to action, le petit passage à l'action du jour. Alors dans l'épisode du jour, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous demander de remettre de remettre votre vie en question ou de vous mettre à suivre à la lettre une doctrine qui a plus de 23 siècles quand même, ce serait un peu hautain de ma part. Mais donc du coup, non, aujourd'hui j'aimerais juste que vous réfléchissiez aux points sensibles et insidieux de cette classification. On va dire, je pense que le point vraiment le nerf de la guerre de cette classification, c'est les besoins naturels mais non nécessaires. Parce que finalement, on va dire, vous avez vraiment peu de personnes sont prêtes à tout pour devenir immortelles, peu de personnes sont prêtes à arrêter de manger pour prouver qu'elles n'en ont pas besoin. Non, on va dire que vraiment le nerf de la guerre, c'est les besoins naturels mais non nécessaires, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment sur ce petit point-là où on peut passer de profiter des petits plaisirs de la vie à sombrer dans une addiction qui nous dévore la vie. Donc du coup, là ce que je vous demande, c'est que vous fassiez la liste de toutes les choses qui s'y trouvent. Toutes les choses qui se trouvent justement dans ces besoins naturels mais non nécessaires, tous les petits plaisirs de la vie. Donc il peut y avoir faire du sport, boire un verre, bien manger, jouer aux jeux vidéo ou autre. Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de prendre du recul pour juger si vous êtes plutôt du côté des petits plaisirs ou plutôt sur la pente de l'addiction. À la rigueur, là, vous êtes votre propre juge, donc c'est à vous de vous fixer vous-même votre propre limite pour chaque. Donc du coup, pour reprendre un petit peu en arrière, s'il y a 2 semaines, je vous ai fait noter les conditions sine qua non pour être heureux, donc c'était pas plus 2 ou pas moins 2. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 39 où je parle de ça. Donc du coup, aujourd'hui, je vous demande de faire un peu la même chose, mais plutôt de vous méfier de vous-même pour rester maître de votre vie et de plus être un esclave de vos désirs. Donc du coup, vous faites votre liste avec tous vos petits plaisirs, toutes les petites choses sans lesquelles vous ne mourriez pas si vous ne les faisiez pas, mais en même temps, voilà, ça vous embêterait de ne pas les avoir. Du coup, vous faites la liste de tous ces petits plaisirs, et du coup, pour chacun de ces petits plaisirs, vous les mettez face à une ligne rouge à ne pas dépasser sous aucun prétexte. Donc je dis sous aucun prétexte, là, on peut dire c'est vraiment le petit défi, parce que c'est vous contre vous-même. Donc c'est un contrat de sang avec vous-même. Donc pour chaque petit désir, vous allez juger, du coup, selon si vous tendez plus vers une addiction ou autre. Donc du coup, vous allez décider de mettre une ligne rouge, quelque chose à pas dépasser, on va dire le maximum. Voilà, donc ça vous aidera, même donc, que vous ayez une addiction ou pas, ça vous montrera de toute façon, vous tracez votre ligne, et du coup, vous pouvez être au-dessus ou en dessous de la limite. Donc si vous êtes en dessous, c'est pas grave, vous pouvez vous dire, bon allez, finalement, ce que je m'autorise, je pourrais m'autoriser un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes au-dessus, vous pourriez vous dire, ouais, peut-être que ça devient un peu trop présent dans ma vie. Par exemple, je vais prendre complètement un exemple, ça pourrait être, je fais 4 heures de sport par semaine, je bois 4 fois un verre avec des amis, je mange 6 fois au fast-food par semaine, et je geek à peu près 10 heures par semaine. Voilà. C'est juste à titre d'exemple, vous ne saurez pas jamais si c'est vrai ou pas. Donc du coup, voilà, je pourrais me dire, en sport, ma limite c'est 7. Donc du coup, comme pour l'instant j'en fais 4 et que ma limite c'est 7, je peux me dire que si je passe 1 heure une heure de sport par jour, par semaine, ça me paraît pas énorme, mais au-dessus, je considérerais que j'empiète un peu trop sur ma vie sociale ou que je deviens un peu trop dépendant. Donc pour moi, ce serait ça la limite. Boire un verre 4 fois par semaine, je pourrais me dire bon, allez, pourquoi pas, poussons jusqu'à 5, à la rigueur, si c'est juste boire un verre en mangeant ou juste avec des amis, pourquoi pas, ça passe, mais à la rigueur, le week-end, on se monte un peu plus carré. Après, manger un fast-food, donc on pourrait se dire, ouais, quand même, c'est pas super pour la santé et tout ça, donc on pourrait le limiter à 3. Donc là, dans l'exemple que j'ai monté, j'étais à 6, donc du coup, on peut clairement voir que je suis en addiction plus ou moins, parce que je mange du double de la limite que je me suis moi-même fixée. Et si par exemple, je geek 10 heures par semaine, je pourrais me dire, cette fois-ci, je mets la limite à 7. 7, c'est pas mal, ça fait 1 heure par jour. Ou alors je mets tout dans 2 jours ou le week-end ou autre. Mais voilà, au-dessus, je trouve que même moi, là pour l'instant, je trouve que j'en fais un peu trop ou autre.
Et à la rigueur, là, une fois que vous avez votre petite liste avec pour chaque votre petite ligne rouge, et écrivez-le, cette liste encore en plus gros, sur une feuille et mettez-la bien en évidence chez vous pour vous en faire un rappel. Parce que finalement, personne ne viendra vérifier. Personne ne vous retiendra ou vous poussera. Personne ne vous dira « Ah, c'est bien, t'es tenu » ou « Ah bah non, tiens, t'as dépassé ». Personne ne vous jugera. À part le pire des tribunaux, votre conscience. Alors dites-vous que c'est pas pour vous priver de tous les petits plaisirs. Je vous parle pas ici de pas vivre normalement ou d'aller vivre dans un couvent. Non. Ici, en fait, je vous parle juste que les petits plaisirs, ils doivent rester des petits plaisirs. Sinon, ils risquent de transformer votre vie en un enfer de culpabilité et d'inaction. Alors, je sais que ce sera sûrement très dur, surtout au début. Et en fait, c'est surtout parce que vous vous battez vous contre vous-même et que vous êtes tout seul. Alors du coup, à vous de voir si vous voulez capituler, à vous de voir si vous voulez rendre les armes, à vous de voir si vous voulez prendre la fuite, ou plutôt tenir la position, quel qu'en soit le prix. Et à la rigueur, pour vous aider, par rapport aux fois d'avant, je vais vous donner en fait une limite, un objectif à voir. Je vais vous donner en fait un petit challenge, c'est de tenir un mois. Donc pas un mois pile, parce que vous pourriez dire ah oui, mais non, le mois est déjà entamé. Non. En fait, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode, même si c'est le 29 novembre 2019, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez maintenant. En fait, le but que je vous demande, c'est essayer de tenir la position jusqu'au 1er décembre 2019. Ça vous fait grosso modo un mois. Bien sûr, si vous écoutez cet épisode après l'année passée, dites-vous juste que vous avez le mois en cours. Votre but, c'est d'essayer de vous tenir à cette limite jusqu'au 1er du mois suivant. Alors du coup, je compte sur vous et je sais que vous comptez sur vous. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao!